Donc je vais commencer notre petit topo sur la grossesse donc, au fil des mois, basé surtout sur la surveillance. Avant de préparer ce petit topo, je suis allé sur Internet. Et c'est vrai que maintenant, à l'heure d'Internet et de tout ce qui est communiqué, il y a beaucoup de choses qui vous est proposées à vous parents. Et il est parfois difficile de trouver un petit peu la vérité et les déformations qui peuvent être diffusées et vulgarisées sur Internet. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'informations, beaucoup de films qui sont bien faits. Mais le but, c'était de vous en donner des informations et de vous donner des notions avec tout ce qu'on a pu avoir, en tout cas depuis 20 ans que j'exerce, sur les questions qui sont posées en consultation. Et donc, on essaye de répondre au fil des questions et au fil des consultations, donc cette fameuse surveillance de la grossesse. Si on fait un petit peu d'historique, euh, l'obstétrique, évidemment, c'est modifié au fil des années, au fil des siècles. C'est vrai que, on va dire que les accouchements, c'est depuis, depuis longtemps, depuis les ères donc avant Jésus-Christ, avec la période gréco-romaine et donc les premières, en tout cas matrones qui géraient l'accouchement. C'est vrai qu'au départ, les grossesses n'étaient pas surveillées. Et on a vu arriver vers les années 1700 les médecins, les hommes qui sont arrivés avec le côté chirurgical de la chose. Et puis est arrivé dans les années 1800 les anatomistes et donc la compréhension de ce qui pouvait se passer au décours des accouchements et notamment donc avec Semmelweis et Pasteur, la connaissance des bactéries et donc des infections qu'on pouvait avoir après les accouchements. Et effectivement, donc, dans les années 1500-1600, c'était les premières césariennes qui étaient faites avec pas forcément des naissances derrière, mais en tout cas une obstétrique différente. Donc là aujourd'hui, on ne va pas parler de césarienne. Peut-être pour la deuxième édition, dans l'année prochaine, on pourra faire une historique sur la césarienne et puis les nouvelles techniques de césarienne aussi qui arrivent depuis ces dernières années. Donc là, c'est plutôt la grossesse et l'accouchement physiologique sur cette première édition. En tout cas, donc, on surveille les grossesses. Faut-il savoir pourquoi, hein? C'est-à-dire qu'on va rechercher des pathologies, hein, donc des anomalies que peuvent avoir les mamans pour les prévenir et les traiter. Donc, on est dans la prévention. Dans les années 1990 que j'ai connu, avant il y avait beaucoup moins de consultations par mois, dites obligatoires. On en faisait 4-5. On ne voyait pas les anesthésistes systématiques. Et là, donc, au fil du temps, afin de gommer toutes les petites anomalies qu'on peut retrouver, on a fait effectivement, donc vous le verrez, une consultation par mois. L'échographie est arrivée. Donc là, pareil, l'échographie, dans les années 90, il n'y avait pas celle du premier trimestre. Et donc là, maintenant, donc, on a 3 échographies qui sont proposées. Et donc, on essaye de gommer un petit peu les anomalies donc, au fil du mois. Tout commence donc par un spermatozoïde et un ovocyte donc, pour former donc, un embryon. Donc, on ne va pas refaire donc, l'anatomie, mais effectivement, donc, l'ovaire va émettre une ovulation et il va y avoir une rencontre des gamètes pour avoir ce qu'on appelle une nidation. Et c'est là que rentrent en jeu donc, les premières consultations où on va pouvoir voir des choses en échographie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Soit vous attendez d'avoir un retard de règles, soit vous faites donc un petit test urinaire qui va retrouver donc une hormone sécrétée par le placenta. Et du coup, on a en tout cas une mise en évidence d'une positivité sur les petits bâtonnets qui retrouvent des protéines qui sont effectivement pas présentes à l'état normal dans le sang et qui vont être retrouvées donc en début de grossesse. Donc ces hormones, ces hormones effectivement sont sécrétées par le futur placenta et on peut avoir effectivement une cinétique disparate en fonction de l'évolution.
c'est ces fameux bêta-HCG qu'on vous demande en début de grossesse quand il y a soit un retard de règles, soit des saignements. Et souvent, effectivement, vous êtes demandeuse, quand on ne voit rien en échographie, de voir un petit peu la cinétique des bêta-HCG. Donc c'est ce qu'on vous explique, dans le sens où un taux brut ne veut rien dire, puisqu'on va trouver un taux équivalent, par exemple, à 7 semaines ou à 13 semaines. Et après, ce taux diminue, parce que c'est d'autres hormones pendant la grossesse. Et donc, si vous voulez ce taux sanguin, on va retrouver après la même hormone dans les urines, mais ce taux sanguin, ce qui nous intéresse, c'est de voir l'évolution. Donc on parle d'un doublage à 48 heures. Donc c'est vrai que quand on a un petit sac, on va le voir sans embryon, on peut se demander qu'est-ce qui se passe. Et c'est que ce taux qui va doubler, qui va nous mettre en évidence une évolutivité avant qu'on voit un embryon avec une activité cardiaque. Alors, j'ai prononcé le mot embryon, là, souvent, effectivement, pourquoi on dit embryon, pourquoi on dit fœtus, etc. Donc, on a une définition, on va dire, médicale, où on a un organisme qui va être développé donc, après une division de plusieurs cellules, et on parle donc jusqu'à 2 mois, jusqu'à la formation des organes, des premiers organes, donc des ébauches des membres supérieurs, des membres inférieurs. On va parler donc d'embryon, avec des tailles qui vont correspondre aux tailles échographiques. Donc dans l'espèce humaine, on est tous identiques. Et donc au début, quand on vous fait une première échographie qu'on appelle de datation, on va trouver effectivement qu'un embryon, par exemple, à 7 semaines, va faire à peu près 9 mm. Donc là, c'est en semaine, on va parler effectivement de la différence entre semaine de règle et semaine de grossesse. Et on considère qu'effectivement, cette dimension est assez fixe et figée chez l'espèce humaine. Et on va effectivement pouvoir dater précisément la grossesse. Après 2 mois, on parlera de fœtus. Et le fœtus, on dit jusqu'à la naissance. Donc, l'enfant à naître, ça va être un nouveau-né. Donc voilà, ça c'est important. Et c'est des questions qui reviennent. Donc l'embryon, le fœtus et donc le nouveau-né, le bébé. Donc il y aura une croissance effectivement entre le top départ, la fécondation, jusqu'à 60 jours. Donc là, donc, on est en semaine de grossesse. Donc tout ça pour vous dire que là, pareil, je crois que régulièrement, on vous explique un petit peu comment nous, on définit une grossesse. C'est-à-dire qu'il y a des règles. Au bout d'1 mois, on se retrouve sans règles. Donc vous êtes à 4 semaines d'absence de règles. Et il y a une grossesse qui a démarré 15 jours avant. Donc c'est ce fameux 15 jours, 2 semaines de décalage, quand on parle en semaines. Donc 4 semaines d'aménorrhée, 2 semaines de grossesse. Une grossesse, c'est un top départ et c'est un top arrivée. Donc c'est 9 mois. On va voir aussi entre 9 mois pleins et 9 mois donc, au début. Donc ça fait effectivement donc, 41 semaines d'absence de règles ou 39 semaines de grossesse. Et ça, c'est cette petite réglette qui nous aide effectivement pour qu'on ait le même discours, en sachant que, effectivement, là où on est perturbé, c'est pour les mois. Donc, un mois, c'est entre 4 et 5 semaines. Et donc, souvent, on peut parler en début de mois ou en fin de mois. Et donc, vous voyez que j'ai mis les échographies, par exemple. La première échographie qu'on va faire au premier trimestre, c'est ce qu'on appelle l'échographie du 3e mois. Et effectivement, on est au 3e mois, dès la 11e semaine, jusqu'à la 14e semaine, voire la 15e. Ça veut dire qu'effectivement, ce mois, donc, on le commence et on le finit. Donc, on a effectivement donc, 9 mois de grossesse, donc si on veut parler en mois, et effectivement, on va avoir un décalage de 15 jours entre les semaines d'aménorrhée et les semaines de grossesse. Donc nous, on termine à 41 semaines de grossesse, 39 semaines d'aménorrhée et 9 mois pleins. Ça veut dire que, mesdames, vous accouchez si vous dépassez d'1 jour au début du 10e mois. On a cette fameuse donc, réglette qui nous permet de donner un top départ et une arrivée donc, à 41 semaines. Alors, chaque fois qu'on vous voit chaque mois, nous, on se sert de ces petits paramètres en sachant qu'on va le voir sur chaque mois, il y a des petites choses qu'on va dépister. D'accord ?
une grossesse, c'est 3 trimestres. Et donc, sur chaque trimestre, on va avoir une évolution, évidemment, de la maman et du fœtus. On va avoir effectivement donc l'augmentation de l'hauteur utérine. Donc, on va voir que cette hauteur utérine, on l'a mesurée systématiquement avant. Maintenant, depuis l'échographie, on le fait un peu moins, hein, puisque effectivement, si on a beaucoup de liquide, on va avoir une grosse hauteur utérine. Et avant, on ne savait pas trop. Avant l'échographie, on se disait que si on avait une grosse hauteur utérine, il y en avait peut-être 2, peut-être qu'il y avait beaucoup de liquide. Et depuis donc l'échographie, on a un terme précis, on sait s'il y en a un, on sait s'il y en a 2, et on sait s'il y a un excès de liquide aussi. Le périmètre ombilical, hein, c'est le tour de ventre hein, qu'on fait aussi chez les gens avec un bon poids, on s'en sert un peu moins. Le petit livret de la maternité que vous pouvez prendre au cours de la journée pour vous expliquer un petit peu la démarche, en tout cas, de surveillance qu'on vous propose. On a mis ce petit calendrier au point en consultation pour vous permettre un petit peu de vous, papa, maman, de comprendre un petit peu ce qui se passe. Bien sûr, on va dire qu'il y a une consultation tous les mois et il y aura 3 échographies, donc une par trimestre qui est proposée. Alors on parle de consultation obligatoire, c'est vrai qu'il y a une indemnité qui est proposée par, en tout cas, la sécurité sociale. Après, comme on dit, rien n'est obligatoire, hein, mais il est conseillé donc de faire ces consultations, ces échographies de dépistage avec, on va en parler avec la péridurale, la consultation d'anesthésie qui a été mise en place systématiquement depuis les années 95, où effectivement on propose donc, et il faut rencontrer l'anesthésiste au dernier mois. Après, on va voir qu'on va convoquer les dames quelques jours avant leur terme pour avoir une surveillance. Ça, c'est le dossier que vous avez quand vous êtes en consultation, qu'on vous remet. Donc ça, c'est notre choix. Il y a d'autres centres qui, effectivement, font que de l'informatique ou qui gardent le papier. Bon, nous, on a pris ce choix-là de vous donner le dossier et de le ramener chaque fois. C'est un parti pris. Ce dossier, il est gardé à la naissance. Là aussi, pareil, c'est des questions récurrentes qui reviennent. C'est un dossier médical qui reste dans votre dossier médical après votre accouchement, donc lors de votre dernière hospitalisation. Après, on peut vous faire une photocopie, etc. Au point de vue administratif, ça c'est possible. Mais logiquement, ce dossier est un dossier médical qui nous appartient et qui, effectivement, peut vous être remis parce que rien n'est caché, bien sûr. Il y a le partogramme, donc c'est pour ça que nous, on s'en sert. C'est alors que quand vous viendrez accoucher, il y a un partogramme, donc le suivi de votre accouchement heure par heure, donc tout est colligé dans ce dossier. Alors, je vais essayer de ne pas faire trop long, puisque à chaque consultation, on va faire toujours les mêmes choses. Et en obstétrique, on est plein de protocoles, on est plein de questions clés pour aller en tout cas à l'essentiel. Cette échographie, en tout cas cette première consultation, on va dire que c'est quasiment la plus importante avec la dernière consultation, puisque maintenant on va faire une datation grâce à l'échographie. Donc on va bien sûr parler de la localisation du sac dans l'utérus, d'accord ? Donc on va éliminer donc, les grossesses extra-utérines. On va avoir une activité, donc ce qu'on appelle le battement cardiaque, dès les premières semaines donc, de vie. Donc c'est d'abord un tube cardiaque qui va déjà flasher quand on vous fait une échographie. On a déjà un petit flash pour voir une activité. Et on va avoir un terme. Là pareil, c'est récurrent de vous expliquer que on se sert effectivement de vos dernières règles, mais on prouve et on a montré qu'il y avait 20% de décalage, donc soit par rapport à des ovulations qui sont un petit peu translatées. Il y a des gens qui ont des cycles un petit peu plus longs, d'autres plus courts. Et après, vous pouvez saigner en début de grossesse. Donc, il est, on va dire, une fois sur 5, si on se sert des dernières règles, on se trompe. 20%. Donc, grâce à cette échographie, en tout cas, on va faire un top départ, on va dire à un jour près, et plus on va faire des échographies, plus on va avoir un delta de jours qui va être perturbant, puisque si on vous faisait par exemple une échographie à la naissance, on va retrouver des petits bouts de chou de 2,8 kg, d'autres de 4 kg, et ce que je dis chaque fois, les 2,8 kg ne sont pas plus, en tout cas, plus jeunes que les 4 kg. Donc, cette échographie de datation est importante, non seulement pour avoir le terme, mais pour toute la surveillance. On va voir que
On va faire une prise de sang à un terme précis, donc là, il ne faut pas se décaler. On va voir qu'on va qualifier la prématurité par rapport à une date, et on va vous surveiller par rapport aussi à un terme dépassé. Donc ça veut dire que on est attentif sur ce premier jour. Hein. Des fois, il y a un petit décalage après la deuxième échographie. Mais enfin, il est important d'avoir un top départ. On va retrouver en tout cas vos antécédents généraux. Donc ça, c'est important. Bon, la plupart du temps, on a des mamans qui n'ont pas de pathologie précédant la grossesse. Mais il est important de rechercher ces pathologies, comme le diabète, comme l'hypertension, comme des maladies inflammatoires. Donc il y a des mamans qui démarrent une grossesse avec déjà une pathologie. Cette pathologie peut s'exacerber, c'est-à-dire on peut flamber pendant la grossesse. Et donc c'est pour ça qu'il faut être attentif aux antécédents donc, médicaux, bien sûr aux antécédents chirurgicaux. Hein, si on doit vous faire une césarienne ou si vous avez eu une pathologie en tout cas cervicale, on sait qu'il est important de savoir ce qui s'est passé donc, au niveau donc, de vos antécédents. Bien sûr vos allergies et vos antécédents familiaux. Donc vous voyez, ça c'est des petits points qui sont faits lors de la première consultation. Soit on vous connaît, donc on passe vite, soit si c'est une première fois, on voit un petit peu ce qui se passe dans votre historique. Si c'est un premier, les antécédents obstétricaux sont simples, mais on va se servir beaucoup de vos antécédents précédents. Là pareil, l'obstétrique, on va dire, est une science pas forcément exacte, assez compliquée, mais on va toujours être attentif à ce qui s'est passé avant. Même si ça ne va pas se reproduire, il y a un vécu, il y a des choses qui sont plus ou moins expliquées, et en tout cas, il est important de savoir un petit peu ce qui s'est passé sur les précédentes grossesses. On va faire une déclaration. Vous savez que maintenant, ça se fait par la carte vitale, donc c'est assez simple. On a jusqu'à 16 semaines pour le faire. Et après, il y a tout un bilan. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le bilan, ce n'est pas l'objet du jour. En tout cas, c'est un bilan sanguin qui propose un groupage, si on doit vous transfuser, qui propose des sérologies qu'on va contrôler tout au cours de la grossesse, notamment pour la toxoplasmose, puisque l'immunisation est asymptomatique, et donc il n'y a qu'une prise de sang qui nous montrera ce qu'on appelle une séroconversion. Donc vous pouvez avoir la contamination au décours de la grossesse, mais il n'y aura pas de ganglion, il n'y aura pas de fièvre, et donc la prise de sang nous montrera que vous êtes négative tel mois et positive l'autre mois. D'accord? Enfin, on n'est pas là pour que je vous détaille la toxoplasmose, mais c'est des choses qu'on va vérifier. On vous fait prolonger l'acide folique, ou débuter si ça n'a pas été fait. On sait que l'acide folique est une petite vitamine qui participe à l'organogénèse, c'est-à-dire à la formation du cerveau. Et donc, on a prouvé que les mamans carencées développaient plus d'anomalies chez leur fœtus, ce qu'on appelle le tube neural, donc tout ce qui est effectivement cerveau et moelle épinière. Donc, depuis une dizaine d'années, hein, donc, on donne de l'acide folique jusqu'à la fin du premier trimestre. On va vous faire un frottis s'il a été fait en tout cas plus de 3 ans. Et donc, pour attention, donc ça c'est un petit peu l'échographie de base. Donc je passerai rapidement sur tous ces items, sur les autres consultations, puisque rien qu'avec le poids, on va savoir un petit peu ce qui se passe. La tension, c'est le b.a.-ba pour savoir si effectivement il n'y a pas une tension qui se développe pendant la grossesse. Et après, donc, les sérologies seront plus ou moins reconduites si vous êtes effectivement négative pour la toxoplasmose ou la rubéole. Je passe un peu plus vite, puisque j'ai déjà amorcé donc, cette fameuse échographie de datation. Donc vous voyez qu'on voit l'embryon, donc on a une mesure entre deux clippers à quelques millimètres près, enfin quasiment à 1 millimètre près, et on voit que par exemple sur un embryon de 25 mm, nous on va donner qu'on est à 9 semaines, donc plus de jours. Donc ça sera le top départ pour notre grossesse. Et donc on a des abacs donc, qui sont faits pareil donc, chez l'espèce humaine, avec la taille de l'embryon qui va être corrélée avec les semaines. Et donc on retrouve par exemple donc, un 10 mm, ça va être effectivement 7 semaines, plus de jours, etc. Donc ça c'est la croissance de votre petit bout de chou donc, qui commence à être analysée. L'échographie du premier trimestre, je m'étale un petit peu plus, puisque ça c'était des nouveautés qui n'existaient pas, je vous dis, dans les années 90. Et donc là, bien sûr, si c'est la première, des fois ça peut arriver que vous arriviez en consultation, vous n'avez pas vu de gynécologue avant, et donc ça peut être une première échographie. Donc là, on va dire, on va tout faire en même temps. On va faire une datation, et là on est à 3-4 jours, hein, une semaine en tout cas de delta. Hein, ça veut dire qu'on va commencer à avoir des différences entre la taille de l'embryon et un terme. Il y a cette fameuse nuque hein, que je vous montrerai, qui est donc
un dépistage qui a été décrit dans les années 90. Un petit mot, ça n'a rien à voir avec l'épaisseur de nuque, mais c'est un petit peu de liquide qui correspondrait à de la lymphe, qui a été mis en évidence avec ce qu'on appelle une croissance, en tout cas anormale, dans le sens où il y aurait un retard de résorption. Ça veut dire que les enfants trisomiques, pour la plupart, ont des anomalies donc, lymphatiques au niveau de leur nuque, et du coup, on a une nuque qui est anormalement épaisse. Donc ça, c'est le premier test qu'on vous fait à l'échographie du premier trimestre, qui est effectivement repris par les marqueurs. On va en parler 2 minutes pour les marqueurs, qui est la prise de sang, qui est nouvelle aussi. Et donc déjà, sur cette échographie, on va faire une petite morphologie, puisqu'on va voir la tête, on va voir le ventre, on va voir les ébauches des membres supérieurs, des membres inférieurs, et on va regarder le placenta. Voilà, donc c'est l'échographie du premier trimestre, qu'on va proposer entre 11 et 13 semaines plus 6 jours. Et donc la nuque, vous voyez cet espace qui est derrière, donc qui est liquidienne, et on va mettre le clipper entre ces 2 traits blancs. On a déjà une morphologie avec un petit ventre, une petite tête. Bien sûr, on va pouvoir voir qu'il y a 2 jambes, 2 bras, etc. Et donc déjà, hélas, des fois, on retrouve des anomalies dès cette échographie. Les marqueurs, je vous en dis un petit mot, sans être trop médical, mais là, pareil, c'est une révolution de ces 10 dernières années, puisque c'est sorti dans les années 96, où on dosait donc 2 hormones, au début 3, maintenant 2 hormones dans le sang, qui vont être anormalement élevées, une basse, chez les enfants en tout cas, avec des anomalies chromosomiques. Et on va effectivement coupler maintenant, donc quand vous sortez de la consultation de l'échographie, qui va prendre un paramètre, donc la taille et la nuque, on va coupler un dosage hormonal. On va se servir de plusieurs critères. Donc ça, c'est le petit papier qu'on remplit, qu'on vous donne au laboratoire. Donc on se sert donc de plusieurs critères, là pareil, parce qu'il peut y avoir une différence, en tout cas corrigeant un petit peu les anomalies avec le poids, avec en tout cas le tabac, l'âge. Alors, un petit mot là-dessus, sans être trop médical bien sûr, ce qu'on appelle la sensibilité et la spécificité. Un test est sensible si en fait il y a peu de faux négatifs. Les faux négatifs, c'est l'enfant qui est anormal et on a des marqueurs suspects. On peut avoir ce qu'on appelle une spécificité, en tout cas élevée. Ça veut dire qu'on a en tout cas des marqueurs qui sont en tout cas positifs, qui vont nous impliquer en tout cas une prise de sang ou une amyosynthèse, alors que c'est un faux positif. D'accord? Donc là, on fait ce test qui va être en tout cas suspect, qui va faire qu'on vous appelle. Soit on a péché par excès, soit on a péché par défaut. D'accord? Ça veut dire que si on était à 100%, 100%, on serait sûr que le test, en tout cas, est anormal et on serait sûr qu'il y a une anomalie. Ce qui n'est pas vrai. Ça veut dire que, vous voyez, on est à 15%, voire à 5%, donc d'excès. Donc tout ça fait que maintenant, on essaye de gommer un petit peu ces taux-là, et quand les marqueurs seront suspects, on va pouvoir faire une nouvelle prise de sang. Donc ça, vous voyez, quand j'ai dit qu'il y avait des évolutions, c'est depuis cette année. C'est-à-dire qu'il y a un remboursement, donc c'était fait depuis en tout cas 1 ou 2 ans, mais depuis cette année, c'est remboursé, et c'est proposé systématiquement à vous, parents, en fonction donc de la nuque, du taux hormonal. On va vous proposer, si c'est suspect, une nouvelle prise de sang qui va retrouver les globules rouges fœtaux dans votre sang. Donc ça, c'est des avancées techniques. Ça veut dire que quand vous allez être porteuse d'un enfant, donc d'un fœtus, il y a toujours un peu de passage entre la maman et le fœtus, donc beaucoup de passage, mais aussi un peu de passage entre le fœtus et la maman. Et donc on peut retrouver des globules rouges, et donc on peut analyser leur karyotype grâce à seulement une prise de sang. Donc ça veut dire que c'est, on va dire, une technique intéressante, puisque c'est simplement une prise de sang. Et il y a quelques années, on faisait une amyosynthèse. Donc on va le voir, l'amyosynthèse, elle est ce qu'on appelle iatrogène, elle peut induire des fausses couches, et on se dit que des fois, si le test a été faussement positif, on va faire des amyosynthèses pour rien, avec éventuellement une fausse couche induite. Donc ça veut dire que l'idée, c'est de trouver un test qui est le plus performant
sans être néfaste pour la maman. D'accord? Donc ces marqueurs, ils sont proposés bon, jusqu'à 17 plus 6. Donc vous voyez, il y a des rattrapés qu'on fait sur des déclarations un petit peu tardives. Mais donc ça, on va dire que c'est cette fameuse prise de sang qui est en tout cas des nouveautés sur les 10 dernières années pour ce qui vous intéresse. Donc ça, c'est les petits, pareil, formulaires qu'on remplit. Et donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fonction d'un taux mathématique, c'est un logiciel qui va un petit peu prendre tous les paramètres dont je vous ai parlé, qui va nous dire, nous, ce qu'il faut faire. Et on sait que si on a un taux de 1 sur 1, ça veut dire que, bon, j'ai jamais vu, hein, mais on a en tout cas, à coup sûr, un enfant trisomique. 1 sur 2, c'est une malchance sur 2, etc. Et donc, avec ces 3 critères, on va proposer directement une amyosynthèse, donc en récupérant du liquide amniotique dans le liquide donc, autour de l'embryon. On va voir, si vous voulez, en fonction de notre taux, cette fameuse prise de sang, qu'on appelle un dépistage prénatal non invasif. C'est-à-dire que si on est dans ces taux-là, et ça c'est souvent ce qui va arriver, on va faire une deuxième prise de sang. Donc là, on vous rappelle et on vous dit, faites une prise de sang pour retrouver effectivement simplement le cariotype du fœtus dans votre sang. Alors, vous allez me dire qu'est-ce qui se passe quand on a 1 sur 1000, etc. Ben là, on va rassurer, d'accord? On a passé 2 filtres, mais bien sûr, il y aura des petits rattrapés. Donc vous avez vu que ce n'est pas 100%, hein, d'accord? On essaye de faire au mieux, mais on va se servir bien sûr des autres échographies pour faire des dépistages. Donc c'est rare, mais ça arrive qu'on soit passé à travers les mailles du filet et qu'on ait des rattrapés sur, par exemple, l'échographie du 3e trimestre. Ça peut arriver. Alors, cette deuxième consultation, je ne sais pas quelle heure il est, j'ai essayé d'être assez rapide. Donc là, si vous voulez, je ne repasse pas effectivement sur les critères qu'on va contrôler, mais ils sont importants parce que si vous prenez du poids, on va demander qu'est-ce qui se passe. Bien sûr, vous pouvez manger beaucoup, mais il peut y avoir aussi beaucoup de liquide. Donc, on est attentif sur ce poids, sur la tension. Vous pouvez effectivement déclencher une hypertension au décours de la grossesse sans le savoir, d'accord? Et on va effectivement mesurer l'auto-utérine. Donc là, j'ai mis un petit point d'interrogation, vous voyez, parce qu'on va l'associer souvent à l'échographie. Et à ce terme-là, globalement, il ne va rien se passer en termes de croissance sur le bébé. En tout cas, c'est rare qu'il y ait déjà des retards de croissance ou des gros bébés à ce terme-là. Là, pareil, les signes fonctionnels, j'en dis un mot, après ça sera toujours pareil. Ouais. Donc justement, les signes fonctionnels, ils seront toujours les mêmes. Ça veut dire quand on vous dit simplement tout va bien, ben on gomme tous les petits signes que vous pouvez avoir. Hein. Vous pouvez saigner, vous pouvez avoir des contractions, vous pouvez en tout cas ne pas ressentir votre bébé, vous pouvez avoir des signes digestifs ou urinaires. Donc en fait, sur une simple constitution tout va bien, on va gommer tous ces petits phénomènes. Les sérologies, je ne reviens pas, on va les renouveler chaque fois. Et bien sûr, il y a ce bilan urinaire qui va être systématique, puisque corrélé avec la tension et corrélé au diabète. Voilà, bien sûr, après, on va soit faire un toucher vaginal ou une échographie. De plus en plus, on fait des échographies du col, qui est rentable pour ce qu'on appelle l'endocol, le col le plus profond, hein, qu'on ne faisait pas avant. Et on peut faire effectivement, donc, éventuellement une croissance du bébé. L'échographie, donc là, pareil, je vais passer vite, c'est la fameuse échographie morphologique qu'on propose entre 21 et 23 semaines, donc celle du second trimestre. Là, c'est vraiment une morphologie, hein, ce qu'on appelle l'échographie lente, avec la fameuse 3D, etc. Donc là, on va dire que vous avez passé les 2 premiers filtres avec les marqueurs, avec la clarté. Et là, on va dire que cette échographie-là est la plus rentable. Le cœur est formé, le cerveau est formé. Et effectivement, on va revoir les membres, etc. Donc, c'est une échographie donc, la plus, en tout cas, pertinente. On va faire plusieurs coupes. Là, je vous montre donc ce qu'on va couper avec l'échographie du col, qu'on voit très bien en échographie. Et donc, du coup, on va se retrouver avec l'échographie, donc avec la consultation du 5e mois. Là, pareil, chaque mois, on vous regarde plusieurs paramètres. On va rajouter le test du diabète, que vous connaissez toutes, qui est un test que nous faisons systématiquement à toutes nos patientes. Ça peut se discuter, mais il y a des diabètes qui sont déclenchés par la grossesse. Ça veut dire que votre pancréas, qui sécrète l'insuline, peut être mis à défaut lors de votre grossesse. Donc,
on sait que ça va avoir une implication sur la grossesse, ça va avoir une implication sur votre avenir, en sachant que les mamans qui ont un diabète de grossesse peuvent faire un diabète plus tard. Donc déjà, c'est important au niveau individuel. Et puis c'est important en tout cas pour la grossesse actuelle, parce qu'on sait qu'on va avoir un bébé plus fragile, qui est souvent plus gros. Et donc pour un accouchement, on sait qu'il peut avoir plus de difficultés. Et aussi, ils ont souvent des gros cœurs. Donc c'est des bébés beaucoup plus fragiles. Donc ça, c'est un test qui est effectivement ce qu'on appelle une hyperglycémie provoquée. On vous donne beaucoup de sucre anormalement, en tout cas plus qu'un repas normal, et on voit comment vous l'éliminez. C'est pour ça qu'il faut rester 2 heures au laboratoire, et on a des normes. Si vous êtes positive, pareil, on a ce qu'on appelle une hospitalisation sur la journée pour faire un petit peu le taux de sucre avant et après le repas, en vue éventuellement de vous insuliner. Donc ça, c'est un petit plus, je vous rassure, c'est en tout cas 5% des patientes, et quand on va avoir un test positif, on va en insuliner en gros 1 sur 3. D'accord? Mais bon, c'est un test qui est rentable, c'est sûr que c'est beaucoup de sucre, les mamans n'aiment pas, mais c'est ce qu'on propose en tout cas au 5e mois. Au 8e mois, il n'y a rien de plus, hein, d'accord? Si on fait une échographie, on va commencer à avoir des petits retards de croissance ou des gros bébés, ce qu'on appelle des macrosomes. Mais bien sûr, on va contrôler tous les paramètres dont j'ai parlé, avec notamment les paramètres urinaires. On arrive à la 3e écho, qu'on appelle l'échographie dite de croissance. Donc cette échographie est aussi rentable pour le pronostic du poids fœtal à venir. Et on va dire que les pathologies, en tout cas des gros et des petits, commencent là. Donc on a évidemment sur cette échographie une morphologie qui va être complétée. D'accord? Donc il y a effectivement des fois des rattrapages avec cette échographie. C'est assez rare, mais déjà on va voir, si vous voulez, sur cette échographie donc, du 3e trimestre, hein, donc fin 7e mois, début 8e mois, donc entre 31 et 33 semaines, on va voir effectivement déjà ce qui va se passer sur l'enfant à naître. Donc j'y reviendrai pas, effectivement, on est plus sur des diamètres. Donc là pareil, c'est des questions qui reviennent en consultation sur la taille. Bon, dites-vous bien que un fœtus, ça peut être comme un serpent. Hein. En gros, s'il fait 2 mètres ou 3 mètres, pour la sortie, ça ne pose pas de problème. D'accord? Mais nous, ce qui nous interpelle, c'est les diamètres. En sachant, pareil, qu'un bébé qui va souffrir, il va toujours protéger son cerveau. Donc, il va avoir un petit diamètre abdominal. Donc, déjà, c'est des petits signes qu'on va retrouver. Et un bébé qui souffre, il va moins uriner, donc il y aura moins de liquide. Donc, déjà, si vous voulez, sur des diamètres abdominaux et sur l'évaluation du liquide amniotique, on évalue le stress fœtal. On arrive à l'échographie, à la consultation donc de ce qu'on appelle le fin 7e mois, qui est l'échographie où là, on fait toujours pareil, plus un prélèvement vaginal. Là, pareil, on se projette un peu plus sur la fin de grossesse et sur l'accouchement. Et à l'heure actuelle, ça peut changer, puisqu'après, on va pouvoir avoir des tests instantanés lors de l'accouchement, positifs, négatifs. Ça, c'est l'avenir. Mais pour le moment, on fait, si vous voulez, un prélèvement que vous descendez au laboratoire pour rechercher des petits germes qui sont, en tout cas, nocifs pour le bébé et qui ne font rien chez la maman, mais qui pourraient, si le bébé s'infectait, donc il y a beaucoup de si, hein, d'accord, en tout cas, entraîner des soucis au niveau du nouveau-né. Et donc, on considère que, notamment pour le streptocoque, si vous êtes porteuse du streptocoque, qui n'est pas une tare particulière, parce que c'est normal à l'état normal, mais si vous êtes porteuse, nous, on va faire à l'accouchement des choses particulières, notamment vous mettre sous antibiotiques, et au cordon, on va rechercher une protéine qui pourrait nous évaluer une potentialité d'une infection fœtale. Donc ça, c'est, on va dire, l'avant-dernière consultation. Donc je vais être dans les temps. Après, on passera aux questions s'il y en a. Et enfin, donc je disais, la première échographie, donc la première consultation qui est importante. Enfin, la dernière consultation, où on collige évidemment tous les symptômes, plus, si vous voulez, l'évaluation des conditions d'accouchement. Donc ça, pareil, il y a des questions qui reviennent. Est-ce que je dois faire une radio du bassin? Est-ce que je dois faire un scanner? Là, on va dire qu'il y a des consensus, c'est-à-dire que quelqu'un qui aura une pathologie du bassin, une fracture du bassin, qui aura effectivement, selon l'obstétrique, soit 2 bébés, soit un siège, soit déjà un utérus fragile, qui a déjà une césarienne, on va faire
maintenant on ne fait plus de radio du bassin, on fait un scanner. D'accord? Donc ce fameux scanner n'est demandé que dans des conditions obstétricales privilégiées ou que si on a eu des antécédents de fractures, etc. Donc normalement on vous examine nous au 9e mois et on a des paramètres connus cliniques ou si c'est en tout cas anormalement rétréci ou un bébé qui reste très haut, on pourra faire un scanner. Mais on va dire que 8 fois sur 10, on ne fait pas de scanner sur la fin de la grossesse et qu'on va évaluer, si vous voulez, l'accouchement. Donc ça va être le topo d'après, en fonction de ce qui va se passer, c'est-à-dire en fonction du moteur, donc en fonction des contractions et donc de l'engagement de votre fœtus au moment du travail. Donc on va bien sûr regarder la présentation hein, pour évaluer si c'est un siège, etc. Il est certain qu'avec l'échographie, on n'a plus de surprise. Dites-vous bien qu'avant, quand il n'y avait pas d'échographie, il y avait une découverte à l'accouchement de un ou deux bébés, et on avait des découvertes de sièges, alors qu'on n'était pas effectivement au courant que c'était un siège. Tout ça pour vous dire qu'on a fait donc une dernière consultation au cabinet, et qu'à partir de là, on vous renvoie chez vous en vous disant qu'on va vous retrouver en travail. D'accord? Donc, en travail, qu'est-ce que c'est? Je le répète, c'est le fait de commencer effectivement un travail avec soit des pertes de liquide, donc la rupture de la poche des os, soit un col qui va en tout cas travailler avec des pertes de sang, et effectivement, après le symptôme des contractions, donc les trois peuvent être liés, on peut en avoir un, deux ou trois, et les fameuses contractions qu'on vous donne dans le sens où on a une intensité et une fréquence, des contractions douloureuses qui vont vous faire mal, qui vont vous empêcher de parler, qui vont vous réveiller. Ça, c'est l'intensité qui va être active sur votre col. Avec une répétition, donc avec une fréquence toutes les 5 minutes pendant au moins 1 heure, qui nous donne effectivement un travail qui est déjà donc engagé, avec 12 à 15 contractions sur 1 heure pour venir nous voir. Donc, soit on vous voit donc effectivement au moment de ce travail, perte de sang, perte de liquide, contraction, soit on revoit toutes nos mamans, ce qu'on appelle en surveillance, ou bien sûr, de façon clinique, sans la prise de sang, on va renouveler les examens, donc les signes fonctionnels. On va effectivement vous examiner, voir un petit peu ce qui s'est passé. Est-ce que les contractions étaient actives sur le col? Bien sûr, reprendre une tension et éventuellement de faire une échographie. Et à partir de ce terme, donc de 40 plus 3 jusqu'à 41 plus 6, on va essayer de vous revoir tous les 48 heures pour décider un petit peu, éventuellement, soit un déclenchement, soit une possibilité d'attendre, soit une césarienne si vraiment on a des conditions complètement défavorables. Après 41 plus 6, donc ça c'est un consensus, on va dire international, on considère que le placenta va vieillir, donc on va mal et moins perfuser votre bébé, et donc on sait qu'il y a des risques d'altération du rythme, de stress fœtal, et donc on considère que si vous êtes arrivé à un terme, donc vous voyez qu'on revient sur le début, on est assez strict, 41 plus 6, on va vous déclencher. Alors c'est vrai que si on est une semaine plus tôt, une semaine plus tard, etc., on sait qu'avant, moi j'ai connu des périodes où on pouvait retrouver des grossesses à 43 semaines, et effectivement on ouvre la porte à des décès, effectivement, si on laisse effectivement les grossesses évoluer. Voilà un petit peu sur ces consultations, donc cette surveillance. On va vous revoir donc en travail ou effectivement en consultation réglée tous les 48 heures et être attentif à vos symptômes et vous faire revenir ou vous garder en fonction de là où vous habitez, si effectivement il y a un stress chez les parents. Alors, on ne va jamais vous mettre dehors et on va toujours vous accepter jour et nuit. Là pareil, on dit au papa ou aux mamans, vous pouvez venir pour rien, c'est pas un problème, hein, plutôt que d'accoucher donc dans la voiture ou dans le camion du SAMU. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette surveillance de grossesse. Merci.